Moi, je verrais les choses à partir d'un autre angle. Moi, je dirais ceci. Il y a toujours eu deux France, et notamment qui se sont combattues au début du XXe siècle, quand on a imposé la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, et qu'il y a eu l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire une France républicaine, démocrate, de gauche, avec, sous la bannière liberté, égalité, fraternité, et une France aristocratique, monarchiste, réactionnaire et cléricale. Bon. Alors, cette deuxième France, elle a évolué. D'abord, l'Église a beaucoup évolué. La monarchie, il n'y a plus tellement de présents. Mais il y a une France réactionnaire qui a... Moi, je me rappelle, dans l'époque d'avant-guerre, les grands hebdomadaires avaient été racistes et antisémites, c'était Gringoire, c'était Candide, il y avait cette France de droite xénophobe qui détestait les étrangers, les immigrés, les métèques, on disait à l'époque. Cette deuxième France, elle a toujours été contenue par la France républicaine, mais le désastre de 1940, hop, l'a mis au pouvoir. Mais elle s'est déconsidérée dans la collaboration. Et on a cru que c'était fini. Mais elle existe. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un vichisme rampant qui n'a pas besoin d'un occupant allemand, mais qui est cette deuxième France et qui est nourri de quoi? Des angoisses du temps présent. Parce que les angoisses, elles sont profondes. Ce n'est pas seulement la précarité du travail que tout le monde vit, c'est aussi la précarité du futur, parce qu'il n'y a plus cette foi dans le progrès qui animait les républicains. Le futur est angoissant, il y a des menaces écologiques, des menaces climatiques, des menaces nucléaires. Bon, on vit l'angoisse. En plus, la crise économique qui est arrivée depuis 2008 et qui rebondit sans arrêt, hein, elle continue à rebondir en Chine, etc., malgré les économistes qui disent tout va bien. Bon, eh ben, tout ceci fait qu'on est dans... Or, les angoisses, quand il n'y a pas un espoir pour l'avenir, comme il y a eu encore à l'époque du Front populaire avant-guerre, que le malheureux a échoué aussi, mais il n'y a même pas de Front populaire maintenant. Mais quand il n'y a pas d'espoir dans l'avenir, c'est le recroquevillement sur le passé et la peur de l'étranger, la peur de l'autre, le Rome, l'Arabe, le Noir, et aussi le Juif. Et malheureusement, la première France, la France du peuple de gauche, elle a dépéri. Pourquoi elle a dépéri? Mais parce qu'elle avait été éduquée par les instituteurs de campagne, à une époque où 60% de la population française était rurale, qui leur enseignaient les vertus de la République. Elle était éduquée par les enseignants du secondaire qui avaient foi à leur métier. Elle était éduquée même par des partis comme le Parti communiste, en dépit du stalinisme, qui enseignait l'internationalisme, l'humanisme de Marx. Les socialistes eux-mêmes, ils éduquaient dans ce bon sens. Or, plus d'instituteurs de campagne, plus de campagne. Les enseignants du secondaire raccordés dans leur spécialité. Le Parti communiste, un nain qui plus rien. Le Parti socialiste, une décomposition intellectuelle totale. Heureusement qu'il y a des jeunes qui continuent à voyager dans le monde et qui ont quelques idées ouvertes. Mais de plus en plus des jeunes deviennent des xénophobes, des nationalistes et des racistes. Bon, alors donc c'est ça le malheur, le dépérissement du peuple républicain et du peuple de gauche et la revigorisation du peuple de droite, du peuple xénophobe, du peuple de la fermeture, du peuple qui était content sous Louis-Philippe, qui était content sous la Restauration, sous Napoléon III, etc. Voilà. Parce que nous, on vit sur l'idée que la France a toujours été républicaine. Non, c'est une partie de la France. C'est pour ça la fracture. Vous avez raison, mais la fracture, elle date de 1789. Elle se répète à plusieurs reprises. Et malheureusement, le peuple de gauche, il faudrait le régénérer, mais c'est très difficile. Je suis contre ce principe-là, et que ça suffit pour moi de le dire, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi le président a lancé ce thème typiquement Front National.
Et je me suis dit que ça fait partie évidemment d'une stratégie de préparation des élections présidentielles où il veut se situer seul face à Marine Le Pen, persuadé qu'il verra quand même des gauches, bien que des voix de gauche protestent, mais enfin ils iront avec lui, et que même une partie de la droite républicaine. Donc ça aboutit à un calcul. La question est de savoir si ce calcul, qui peut être rentable en 5 ans, en 17, est valable, parce que même s'il gagne les élections, il y a ce phénomène formidable qu'est la montée du Front National, et contre lequel il n'y a aucun obstacle, sinon des vitupérations, alors qu'à mon avis, la seule chose qui puisse s'y opposer, d'ailleurs j'ai fait un tweet dans ce sens-là, j'ai dit si vous voulez barrer la route au Front National, mais changer de route, la seule chose c'est de proposer quelque chose de positif à l'opinion qui correspond aux aspirations et aux besoins, mais plutôt que de dire on barre la route, ça me fait penser à ce que moi j'ai vécu la guerre d'Espagne, et on disait no pasarán, ils passeront pas, eh bien ils sont pas. Parce que c'est pas en disant qu'ils passeront pas qu'ils passent pas, ils passent au contraire. Moi je crois que tout ça c'est des calculs erronés. L'idée qu'on peut faire quelque chose en faisant des frappes aériennes en Syrie alors qu'on frappe surtout des civils, à mon avis, on suit une politique erronée. Mais enfin, oui, parce que la seule chose sur laquelle Hollande avait commencé à faire un virage que j'ai trouvé positif, non, il est venu très tard, c'est quand il s'est dit l'important maintenant est de faire une grande coalition, c'est-à-dire l'important, moi, ça a toujours été de dire on impose la paix aux combattants pour arrêter ce foyer, ce brasier, ce foyer de pestilence. Alors, la question de savoir si on débarque Bachar al-Assad avant, ça n'a pas de sens. D'abord, la paix, sauver les gens. Et après, comme ça, on isole le Daesh. Mais comme il a pris ce tournant un peu tard, maintenant, le conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran envenime tout, et c'est un truc très difficile. Plus un conflit pourrit, plus il est difficile de le traiter. Or, c'est un conflit alimenté par toutes les contradictions du monde arabe, toutes les contradictions du monde islamique, plus toutes les contradictions du monde occidental. C'est un combat dans un tunnel où tout ce monde se bat contre tous. Il semble que ceux qui ont fait des attentats ont été plus ou moins mandatés par cette organisation qui s'appelle le Daesh, et qu'eux-mêmes, ils ont trouvé les fanatismes et les exaltations délirantes à travers leur séjour en Syrie. Donc, moi, je crois qu'il y a une relation directe. Bien entendu, et en plus, vous savez, pour toute une série de jeunes qui ont découvert la foi islamique et sous une forme la plus fanatique et la plus exaltée, aller en Syrie, ça me fait penser à ce que, à mon époque, les révolutionnaires allaient en Espagne, à part que c'est pas du tout pour combattre avec les républicains, et d'ailleurs que les fascistes, ils allaient combattre avec Franco. Alors, donc, cette Syrie alimente ces sources de fanatisme, les exalte, et à mon avis, donc c'est un foyer pestilentiel. Alors, maintenant, la question, il y a quelques mois encore, je me disais, bon, on va éteindre ce foyer, et ça, on va calmer un peu toute cette histoire, on va enlever au Daesh son territoire. Mais aujourd'hui, je vois bien que même si on enlève au Daesh son territoire, ce qui n'est pas le cas, mais enfin admettons, les métastases se sont répandues partout. Ils sont en Libye, ils sont en Indonésie, ils sont en France bien entendu, etc. Maintenant c'est un truc international,
et contre laquelle, évidemment, c'est très difficile de lutter. D'ailleurs, on voit bien l'Angleterre, avec son système semi-démocratique, elle a tenu pendant des dizaines d'années contre des attentats irlandais sans état d'urgence. L'Espagne a tenu contre des attentats terribles aussi basques sans état d'urgence. Ah, donc je veux dire que les seuls moyens de lutter contre ça, c'est non seulement qu'il y ait une population un peu solidaire, etc., c'est évident, mais que c'est les sources de renseignement, d'infiltration. Quand on est dans la résistance, comment est-ce qu'ils nous arrêtaient? En retournant des agents et en infiltrant des mecs, des pseudo-résistants. C'est la meilleure façon dont la Gestapo ait pu lutter contre nous et faire des arrestations formidables. Voilà. D'abord, c'est vrai qu'il y a le thème bien connu et qui est vrai de ces jeunes des banlieues, de ces jeunes qui sont paumés, de ces jeunes qui sont rejetés, de ces jeunes qui parfois font des expériences de la délinquance, donc de la prison, et qui trouvent la rédemption chez un imam en prison et qui se convertissent à ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques dizaines de jeunes d'origine catholique qui se sont convertis. Et alors là, on se rend compte aussi qu'il y a une puissance d'attraction d'une religion qui se pose en absolu. Parce qu'aujourd'hui, en France, le christianisme n'a plus ce caractère absolutiste. Il ne demande pas à régner sur la société, etc. Alors, ça apporte une réponse à une angoisse, à un nihilisme, à un besoin de foi, à un besoin de lutter contre le désarroi, donc, y compris. Et d'autre part, l'expérience montre que souvent, les éléments les plus fanatiques ne sont pas seulement ni même principalement des jeunes qui sont très peu éduqués. C'est souvent chez les intellectuels que l'on trouve des fanatismes, parce qu'ils ont des arguments absolument tordus pour justifier leur cause. Et vous avez aussi donc tout un... donc, si vous voulez, il y a un ensemble de facteurs. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que parmi ceux qui reviennent de Syrie, il y a ceux qui reviennent encore plus fanatiques et ceux qui reviennent désenchantés. Et c'est ceux-là dont on devrait profiter de l'expérience. Parce que moi, j'ai fréquenté des ex-brigades rouges italiennes, comme aussi j'ai connu un garçon qui a fait partie de la bande allemande. Bon, ce sont des gens qui vivent dans un univers totalement clos. Ils finissent par vivre dans un univers où leur idéologie, c'est la réalité. Et ils vivent dans une psychologie de la culpabilité collective. Le mec qui au Bataclan mitraillait des gens en disant « voilà pour les morts de Syrie », c'est-à-dire accusant tous ces pauvres jeunes mecs qui allaient au spectacle d'être collectivement responsables des massacres que l'Occident commet. Donc, dès que vous entrez dans une vision manichéenne, une vision close, une vision de culpabilité collective, vous êtes prêts pour tous les fanatismes. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier, on fait comme si on a à faire des choses nouvelles, qu'au XXe siècle, il y a eu des massacres de masse qu'a fait Hitler, qu'ont accepté une grande partie des Allemands, sur les Juifs, les Tziganes et les autres. Il faut rappeler les millions de morts dans les goulags soviétiques, et avec un mépris total de la vie humaine. Donc on découvre toutes ces choses-là, alors qu'on oublie ça, qu'on oublie qu'on a eu la bande à Bader, qu'on oublie qu'on a eu les brigades, etc. Ce sont des formes de fanatisme qui se cristallisent, eux, maintenant, sur l'islam, comme ils pourraient se cristalliser ailleurs. Malheureusement, c'est parce que nous vivons une époque où le monde arabe a subi quand même un grand malheur historique.
C'est-à-dire, il a été colonisé par les Ottomans dès le XVIe siècle, hein, et puis après, colonisé par les Occidentaux, et quand il s'est décolonisé, le socialisme arabe a été une dictature corrompue, la démocratie arabe a été pourrie par le capitalisme, tout ce qu'on leur apporte, ils n'ont eu plus aucun espoir. Et alors beaucoup se sont repliés sur la religion. Dans ce repli sur la religion, il y a un repli tout à fait pacifique. Moi je vois au Maroc où je vais souvent, c'est vrai qu'il y a 30 ans, je ne voyais aucune jeune fille avec le foulard, et maintenant j'en vois beaucoup. Ben, ils ne sont pas belliqueux, je veux dire qu'il y a un repli sur la religion, vous l'avez dans d'autres pays aussi. Mais il n'y a pas que le repli sur la religion, des formes de ressentiment, eux aussi compréhensibles, parce qu'ils voient très bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures. La question de la Palestine, elle est hautement symbolique et pour tous, elle devrait l'être pour tous. Ils voient très bien qu'il n'y a pas le même traitement. Ils voient très bien qu'ici, la chasse aux faciès. Ils voient très bien que quand ils veulent trouver un logement, on ne leur donne pas. Enfin, il y a tout cet ensemble de facteurs qui jouent. Et en plus, ici, l'islamophobie s'accroît. Donc, voilà les conditions désastreuses dans lesquelles on est. Moi, je me fonde essentiellement sur l'histoire. Il est quand même paradoxal de penser que le christianisme, dans le passé, se montrait beaucoup plus intolérant que l'islam. D'abord, l'islam a toléré le christianisme n'a pas toléré l'islam. Il y a eu le phénomène des croisades, l'Inquisition, il y a eu quand même beaucoup de phénomènes absolument. Alors, disons, grâce à l'évolution historique, le christianisme, le catholicisme a vu être renvoyé à la sphère privée. Et donc c'est un grand progrès. Il n'y a pas eu la même évolution dans le monde islamique pour des raisons non moins historiques, mais je pense que, de même que le judaïsme a pu s'adapter dans des pays laïques comme la France, à part quelques sectes de rabbins ultra-orthodoxes, je pense que l'islam est soluble dans la démocratie, comme le judaïsme et comme le... c'est pas une religion, je répète, c'est une religion judéo-chrétienne. Donc, il est soluble comme l'ont été le judaïsme et le christianisme. Il y a une conjonction de facteurs. Mais quand on pense à ces jeunes même, de la 2e ou 3e génération d'émigrés, ils savent, ils continuent à être traités comme des Arabes et comme des rejetés. Ils continuent à se sentir solidaires de tout ce qui est arabe et tout ce qui est musulman. Ils ont beau avoir la carte d'identité. Et moi, quand j'ai discuté avec des gosses à Clichy, avec tout ça, il y avait 2 catégories de gosses. Il y avait ceux qui disaient, pour moi, cette carte d'identité, c'est un papier, je m'en fous. Et ceux qui disaient, non, moi, maintenant, je suis français. Mais ceux qui ont pu acquérir à l'intérieur d'eux le fait. Mais la plupart de ceux qui sont rejetés disent, puisque moi, je ne peux pas être un bon français, au moins je serai un bon musulman. Et toc, c'est-à-dire, ils font la cassure. Donc, si vous voulez, il y a les causes. En France, vous avez raison, c'est principalement la façon dont la jeunesse de banlieue rejetée, aux familles disloquées, réduite au chômage, réduite à l'oisiveté, à la déemprunt. Il y a tous ces phénomènes qui tiennent au fait que la France, qui pourtant a une politique historique d'intégration des immigrés depuis 1900, et qui a plus ou moins réussi, mais toujours dans la souffrance des premières générations, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les premiers Italiens qui arrivent à Marseille étaient de sale macaroni et étaient persécutés. Bon, mais enfin, il y a toujours eu des difficultés. Et les Polonais qui allaient dans les mines du Nord et tout ça. Seulement là, c'est encore plus difficile parce qu'eux, en plus, il y a la religion qui est différente. Et il y a aussi le fait, c'est que eux,
ils ont la mémoire transmise de la guerre d'Algérie, de toutes ces choses-là. Mais moi, je crois que voilà, il y a une chose que l'on oublie ou que l'on ignore, c'est que l'islam, qui nous semble tellement exotique, étranger, avec ses arabesques, etc., c'est une religion typiquement judéo-chrétienne. L'islam s'est fondé sur Abraham, s'est fondé sur Moïse, s'est fondé sur Jésus. Marie, elle est divinisée. Les interdits du halal, c'est les interdits du kasher juif. Le sacrifice du mouton, c'est ce que faisaient les juifs, mais qui n'ont plus fait quand les chrétiens leur ont interdit de sacrifier les animaux. Le statut des femmes, il est dans la Bible, en pire que celui de l'islam. Donc, si vous voulez, c'est une religion judéo-chrétienne et qui, en plus, a tous les fanatismes que beaucoup de juifs laïcisés ont oubliés, qui se trouvent dans la Bible. Parce que si vous êtes un fidèle du peuple élu, vous ne devez même pas serrer la main à un goy qui est impur. Donc, si vous voulez, l'islam, il a enlevé le côté le plus odieux, qui est l'élection, qui est un peuple élu séparé des autres, mais il a gardé tous les traits juifs et aussi l'universalisme chrétien. D'abord, on ne vit pas une occupation permanente étrangère, très dure, très humiliante et composant des représailles terribles. Donc, si vous voulez, la résistance qui était très minoritaire au début s'est développée et, comme toujours, les grandes résistances, c'est les jeunes. Nous, disons, nos chefs, ils avaient entre 24 et 28 ans, et nous, on avait 20 ans. C'est un peu ça. Alors, pourquoi on en résistance? Pour une sorte de raisons. Bon, dans ces raisons, il y a la raison, disons, pour la liberté, pour la patrie, pour l'indépendance. Quand on est communiste, comme moi je suis devenu à ce moment-là, on dit pour que l'humanité trouve un monde meilleur, etc. Mais il y a aussi un élément, je dirais, de romantisme. Moi, ce que je me suis dit à l'époque, parce que j'avais 20 ans, je n'avais pas vécu, je voulais vivre. Mais j'ai compris que vivre et survivre sont deux choses différentes. Je pouvais me planquer tranquillement. Là, j'aurais pu survivre. Mais vivre, c'était de participer à l'aventure des autres jeunes de tous les pays, des peuples qui luttaient pour la liberté. On entrait dans la clandestinité, c'était quelque chose de particulier. Ici, il y a pas, les conditions ne sont pas les mêmes. Il faut résister en esprit, il faut résister. C'est plus difficile. Aujourd'hui, il faut résister contre quoi? Il faut résister, contre, disons, l'hégémonie du fric, de la finance internationale, du profit, etc. Il y a deux ennemis de l'humanité, à mon avis. Aujourd'hui, il y a ça, et il y a les fanatismes religieux et ethniques. Alors, contre le fanatisme religieux, on peut déjà résister en soi-même, de ne pas tomber dans le manichéisme, de ne pas tomber dans ces travers, et on peut aussi, par la parole, etc. Mais aujourd'hui, pour lutter contre le pouvoir du calcul, du fric, du profit, de l'intérêt, c'est très difficile, mais c'est possible aussi parce que nous voyons en France comme ailleurs des mouvements comme l'économie sociale et solidaire, comme l'agroécologie, beaucoup des gens qui essayent de vivre une vie en dehors de la puissance du fric et de l'argent. Et donc je pense que c'est du sein de la société que viendra quelque chose qui va régénérer le pays. On ne peut plus rien attendre de la politique telle qu'elle existe, il n'y a plus aucune idée, aucune pensée, rien. Mais penser qu'on peut aller, que l'aspiration est de plus en plus grande, parce que plus le règne de l'argent est étouffant, plus il se manifeste sous tous ses aspects, la compétitivité, le licenciement, le burn-out, plus il y a l'aspiration à une autre vie, un peu plus de solidarité, un peu plus d'humanité,
Donc, si vous voulez, l'aspiration, elle se fortifie. Est-ce qu'elle sera assez forte pour se développer et pour débloquer la situation? On n'en est pas encore là. Mais pour moi, c'est le seul et dernier espoir. À mon avis, comme piste, il y a le fait qu'on comprenne qu'aujourd'hui, la mondialisation, qui est une entreprise qui fait courir beaucoup de périls à l'humanité, elle a au moins ce caractère d'avoir donné à tous les êtres humains un destin commun, c'est-à-dire les mêmes dangers qui nous menacent tous, dans tous les continents. Les ravages écologiques sur la Terre, la planète, Gaïa, la dégradation de la biosphère, l'agriculture industrielle qui dégrade les sols et nous donne des nourritures malsaines et insipides. Vous avez la menace nucléaire qui n'est pas de la tarte. Regardez ce qui se passe en Corée du Nord. Hein, c'est pas... et on peut penser qu'il est à moitié zinzin et qu'il peut s'amuser à faire sortir la bombe. Et puis qui nous dit que cette bombe ne va pas être privatisée et entre les mains de groupes privés. Bon. Vous avez l'économie absolument dérégulée entre les mains de la spéculation. Et la spéculation favorise la famine en empêchant les réserves de circuler. Vous avez tous ces périls communs, l'humanité est menacée. Et c'est le moment de retrouver les sources véritables de l'humanisme qui sont aujourd'hui planétaires. Nous sommes tous les citoyens de la terre-patrie. Nous devons vivre, l'humanité doit vivre, et pour ça, elle doit sortir de la merde dans laquelle elle est. Mais si vous n'avez pas cette conscience-là, moi, j'essaye de le faire dans mes écrits, dans mes choses, j'essaie de montrer à quel point c'est nécessaire, mais c'est très difficile. Vous savez qu'une idée nouvelle, encore qu'elle ne soit pas tellement nouvelle, mais enfin, je veux dire que les idées déviantes mettent longtemps à s'enraciner. Il faut des siècles parfois pour qu'une nouvelle religion s'installe. Et là maintenant, on n'a pas les choses vont très vite, mais il faut une nouvelle conscience, il faut une nouvelle pensée, et c'est ça qui manque. Syriza a subi de plein fouet, si vous voulez, la stérilisation par l'Europe. Ils sont réduits à essayer de se débrouiller plus ou moins. Podemos, c'est un mouvement intéressant. Moi, je pense qu'en France, ce qui est nécessaire, c'est quelque chose qui ne soit pas du tout comme Podemos, c'est-à-dire qui ne se mette pas dès le début au niveau électoral, qui se mette à un niveau infrapolitique et suprapolitique, et qui rassemble des forces de la société, les forces vives, et à un moment donné, ça devient une force politique. Mais sinon, c'est un peu prématuré, parce que, regardez Podemos, il y a des problèmes d'alliance qui se posent, qui sont un peu compliqués. Est-ce que vous alliez contre? À ce moment-là, vous alliez... c'est très difficile. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir une pensée et avoir une force sociale solide pour se lancer dans la compétition électorale. C'est-à-dire que l'unification techno-économique du globe a conduit à la balkanisation culturelle du globe. C'est-à-dire que les cultures se défendent, résistent et se referment. C'est pas hasard que en 1990, l'économie libérale capitaliste devient totalement mondiale, en Russie, en Chine, partout. Le système de télécommunication est mondialisé, hein, le téléphone, etc. 1990, un an après, commence la guerre de Yougoslavie qui se disloque. La Tchécoslovaquie se disloque. La Russie, l'ancien empire soviétique, la guerre entre l'Azerbaïdjan, les Azéris, tout ça. Tout se disloque en même temps, tout se referme. Mais l'un est lié à l'autre. Et c'est pour ça que c'est une forme... Il y a la mauvaise mondialisation qui est techno-économique, qui est faite sur la base du calcul et du profit. Et la seule qui serait bonne,
ça serait celle qui fait sur la compréhension de l'autre et la coopération culturelle entre les peuples. Voilà. Mais là aussi, cette conscience qui manque. Et c'est très difficile. Pourquoi? Parce que vous ne la trouverez pas dans les médias, vous ne la trouverez pas dans les discours publics, vous ne la trouvez pas. Et même des politiques qui ne se cultivent pas, ils ne peuvent même pas le temps de relire Marx, Max Weber ou Tocqueville, etc. Donc, si vous voulez, on est dans une époque de creux, de régression totale dans tous les sens. Alors, il faut traverser cette époque en résistant autant qu'on peut. Mais on ne sait pas jusqu'où on va. D'abord, il y a le bon inattendu. Pour moi, l'encyclique du pape François, c'est un inattendu absolu parce que c'est un pape qui a fait le plus intéressant document sur l'écologie et sur ses conséquences. Ça, c'est tout à fait inattendu. Vous avez de mauvais inattendus, c'est l'attaque des tours de New York, mais vous avez des bons inattendus. La défaite allemande devant Moscou a été un très bon inattendu, comme je l'ai connu en 1941. Bon, mais moi, je crois que, d'abord, l'inattendu arrivera de plus en plus souvent. Alors, il y aura le mauvais, ou il y aura peut-être le bon inattendu. Par exemple, pour moi, l'élection d'Obama était un bon inattendu, mais par la suite, il y a eu beaucoup de déceptions. Donc, mais on est quand même rien n'est figé. Le pire peut arriver, mais le pire n'est pas sûr. On est obligé de vivre dans l'incertitude de façon tonique et positive. C'est ça que je crois. D'ailleurs, c'est le destin humain. Depuis les origines, l'humanité ne sait même pas où elle va. Elle subit des effondrements d'empires, des guerres, des choses comme ça. Et bon, dans cette incertitude, il y a toujours, comme disait Freud, la lutte entre Eros et Thanatos, les forces de mort et les forces d'amour. Ben, il faut être du côté des forces d'amour. Voilà.